à reconnaître que je me situe aujourd'hui sur le territoire non cédé des peuples Micmac et Malécites. Ce territoire est visé par des traités de paix et d'amitié que les Malécites et les Micmacs ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1726. Les traités en question ne comportaient pas de clause de cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient de fait le titre des Micmacs et des Malécites et définissaient les règles quant à ce que devaient être des relations durables entre les nations. Alors, le café virtuel d'aujourd'hui, vraiment, j'ai mentionné quelques aspects logistiques pour dire de fermer vos caméras si vous ne souhaitez pas passer à l'écran. Les objectifs poursuivis sont au nombre de 3. Apprendre ensemble, réfléchir ensemble et se donner des pistes pour continuer notre travail en matière de petite enfance en santé francophone de bout à l'autre du pays. 3 éléments vraiment sont à l'agenda aujourd'hui. Un premier consistera en une activité interactive de mobilisation des connaissances. Par la suite, on aura une présentation de la part d'une chercheure qui va être sur le thème de la sensibilité parentale. Et finalement, en 3e point, Roger Gauthier nous fera tout un volet action sur le terrain, accompagnement à venir pour la prochaine année et quelques nouvelles, bien entendu, de la part de Gabriel de la Société, Gabriel Lepage, j'entends, excusez-moi, de la Société Santé en français. Alors, l'activité interactive, je vais demander l'aide de Sérivan qui va lancer une première question. Et ce n'est pas sorcier. Vous allez voir les questions apparaître à l'écran, une à la fois, et puis on répond tout simplement. Donc, la première question est la suivante. Selon vous, combien de personnes ont rejoint les activités de l'ensemble des projets Petite enfance en santé pendant l'année 2020-2021? Donc, moins de 5 000 ont été touchés, environ 5 000, environ 7 500 personnes ou plus de 10 000. Alors, on vous invite à choisir une des réponses, puis par la suite à cliquer « Soumettre », s'il vous plaît. Alors, allez-y. Selon ce que vous croyez. Donc, combien de personnes, selon vous, ont été rejointes par les activités de l'ensemble des projets PES au cours de l'année 2020-2021? Et Sérivan, alors, vous avez répondu en majorité que c'était environ 7 500. C'est très intéressant, mais sachez que pendant l'année 2020-2021, l'ensemble des projets PES, vous avez rejoint plus de 10 000 personnes. En fait, ça a été 4 080 parents et gardiens, 862 pères ou gardiens, 849 femmes enceintes et 4 562 enfants âgés de 0 à 6 ans. Donc, c'est très impressionnant. On enchaîne avec la deuxième question. Alors, la deuxième question, vous la voyez apparaître à l'écran. On se réchauffe, là. Quel type d'activités et ou de services ont été les plus nombreux à être offerts par l'ensemble des projets PES au cours de l'année 2020-2021? Est-ce que ce serait des séances de groupe, en respectant les consignes de la santé publique, bien entendu, COVID oblige? Est-ce que ce serait des séances individuelles, toujours en respect des règles de santé publique, des services de soutien ou encore des activités de sensibilisation? Alors, au meilleur de votre connaissance, lequel des options, selon vous, a été le plus populaire? Alors, on affiche les réponses. Alors, 48 d'entre vous, on a une égalité ici, 48 seraient les séances de groupe, qu'un autre 48 seraient des activités de sensibilisation. J'entends un roulement de tambour pour la réponse. Eh bien, sachez que le type d'activité qui a été offert le plus fréquemment par les projets ont été des séances de groupe, en fait, par 17 des projets Petite enfance en santé.
probablement, encore une fois, relié au fait que, bon, il y avait la COVID et on avait besoin de faire preuve d'innovation, de créativité pour rejoindre nos gens et réaliser nos activités. Et parlant de séances de groupe, voici la prochaine question. On la voit. Alors, selon vous, quel est le plus grand avantage de l'utilisation d'un format de groupe? Est-ce que ce serait de... Mais vous pouvez voter à 2 reprises cette fois-ci. Est-ce que ce serait de rejoindre un plus grand nombre de personnes en une seule occasion? Un coût moindre, tant en dollars qu'en ressources humaines? Que ça favorise les échanges entre les personnes? Que ça permet de répondre à plusieurs questions? Ça permettrait de normaliser les incertitudes ressenties par les gens qui sont présents lors de la session? Ou autre, et puis dans la boîte autre, on vous invite à mettre votre réponse dans la boîte de clavardage discussion au bas de l'écran. Alors, allez-y, vous avez l'option cette fois-ci de choisir 2 réponses. Ah, très intéressant. Donc, 86 d'entre vous voyez l'avantage que ça favorise les échanges entre les personnes, effectivement. 64 que ça rejoint un plus grand nombre de personnes. Troisième place, 32 que ça permet de normaliser les incertitudes ressenties. Et par la suite, on a 9 un coût moindre. Dans la boîte de discussion, il n'y a aucune réponse. Alors, pour cette réponse, pour cette question, en fait, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout ce que vous avez répondu sont effectivement des questions, des options absolument intéressantes. Mais, outre les avantages de format de groupe, est-ce qu'il pourrait y avoir des défis à l'utilisation d'un format de groupe? C'est la prochaine question. Alors, vous la voyez. Selon vous, quel est le plus grand défi de l'utilisation d'un format de groupe? Est-ce que ce serait un manque d'intimité? Que ça requiert de plus grandes compétences d'animation? Qu'est-ce que ce serait une pression ressentie à partager des choses? Informations offertes qui sont non adaptées à la réalité de chaque personne? S'adresse à la majorité du groupe, culture, langue, façon de faire, ou autre. Et puis, encore une fois, vous avez l'option d'utiliser la boîte de clavardage. Vous avez encore une fois, grâce à un ange gardien, l'option de sélectionner 2 choix ici. Donc, selon vous, quels seraient les 2 plus grands défis de l'utilisation d'un format de groupe? Allez-y selon ce que vous pensez. Et une fois fait, vous cliquez sur « Soumettre ». Alors, les réponses. Oh, là, c'est plus serré, hein? Information offerte non adaptée à la réalité de chaque personne, requiert de plus grandes compétences d'animation, pression ressentie à partager des choses, s'adresse à la majorité du groupe, effectivement. Puis encore une fois, ce que vous voyez présentement, ce sont toutes effectivement des réponses qui sont tout à fait pertinentes et adéquates. Maintenant, moi, j'aimerais vous entendre. Vous avez parlé des bons côtés, vous avez parlé des défis de l'utilisation d'un format de groupe. Je prendrai peut-être quelques interventions, s'il y en a d'entre vous, pour me dire ou partager aux gens comment vous contournez ou comment vous réussissez à relever ce défi-là de l'utilisation d'un format de groupe, parce qu'on a vu qu'il y a quand même des défis qui sont inhérents à ça. Donc, vous pouvez lever la main pour répondre et on ouvrira votre micro. Mais comment, chez vous, vous réussissez à relever ce défi-là de l'utilisation d'un format de groupe? Gênez-vous pas. On va entendre vos pistes. Oui, Sandra, vas-y. Merci. Moi, j'étais des personnes qui ont écrit aussi autres avec les restrictions liées à la pandémie, qui était quand même quelque chose qui se vivait de façon... nous autres, on n'avait pas beaucoup de cas dans notre région, puis les gens voulaient garder ça comme ça, jusqu'à temps qu'on ait une flambée là, en juin dernier. Donc, notre stratégie était vraiment pour
satisfaire finalement les besoins des personnes qui avaient certains malaises, c'est d'avoir des sessions hybrides. Alors, on a des sessions qui se donnaient à la fois en ligne, mais qui étaient aussi en personne, c'est-à-dire, mais selon les critères sanitaires, les mesures sanitaires en place, mais aussi qui étaient rediffusées avec le groupe des personnes qui étaient disponibles plus en ligne. Ce qui a permis de rejoindre des gens en communauté qu'on ne rejoignait pas nécessairement avant. Excellent, c'est une bonne idée. Merci, Sandra. On a Sylvie aussi. Allez-y, Sylvie, de la FCO. Merci, Nathalie. Moi, dans mon cas, bon, tout a été fait en ligne pendant que j'étais avec le service à l'enfance. On n'avait pas le choix. Alors, moi, ce que je faisais pour rencontrer les besoins de tout le monde, c'est qu'à chaque rencontre de groupe, au début, lorsque j'annonçais la façon de procéder avec les rencontres, c'est qu'ils pouvaient m'envoyer un message direct à moi seulement dans le clavardage, me disant qu'ils ont besoin d'un temps tout seul avec moi ou céduler une rencontre ou quoi que ce soit. J'avais toujours cette option-là. Je la mentionnais au début de la rencontre, puis je le répétais à la fin de la rencontre pour que tout le monde se sente bien à l'aise de le faire. Excellent. Ce sont de très bonnes pistes, Sandra et Sylvie. Merci beaucoup. Ça nous donne des idées pour des prochaines parce que là, on risque d'avoir peut-être encore à fonctionner soit de façon virtuelle et ou en format de groupe. Donc, c'est une excellente piste pour les prochaines étapes. On se lance vers une prochaine question. Maintenant, quelle est-elle cette prochaine question-là? Alors, quand vous avez besoin d'informer les parents, les gardiennes, les gardiens dans votre coin de pays, quel format fonctionne le mieux dans votre coin de pays toujours? Est-ce que c'est par capsule audio ou clip vidéo, séance individuelle selon les besoins exprimés, séance de groupe sur un thème précis, conférence avec un expert, que ce soit une conférence virtuelle, présentielle ou enregistrée, faire une foire santé avec des kiosques d'information, procéder par infolettre ou bulletin d'information, ou est-ce qu'il y a autres moyens que vous utilisez ou autres formats que vous utilisez dans votre coin de pays pour informer les gens? Donc, à ce moment-ci, vous avez aussi le droit de cocher 2 options. Allez-y. Alors, on va voir les réponses que vous avez données. Donc, la réponse la plus fréquente pour informer vos gens dans votre coin semble être l'infolettre ou le bulletin d'information, 67 deuxième option, séance de groupe sur un thème précis, capsule audio ou clip vidéo, 39 conférence avec un expert, que ce soit virtuel, présentiel ou enregistré. Et dans le clavardage, on a Sandra qui dit ça dépend de ce qu'on veut communiquer et ce qu'on entend pour informer. Si c'est informer une activité qui s'en vient, on pense à une infolettre, mais si on communique avec des saines habitudes de vie, c'est autre chose. Jacqueline Higgins de Terre-Neuve-Labrador parle d'infographie dans les médias sociaux. Marie-France parle de rejoindre facilement les gens par Facebook. Dans votre coin de pays. Ça, je crois, Marie-France, que tu es du côté du Nunavut, n'est-ce pas? Il me semble que c'est bien ça. Merci beaucoup de vos réponses. On enchaîne avec une prochaine. Maintenant, si vous voulez pas seulement informer, mais cette fois-ci, si vous souhaitez améliorer les compétences de vos parents, des gardiennes, des gardiens, quel format semble fonctionner le mieux dans votre coin? Donc, on parle d'améliorer les compétences des parents, des gardiennes et des gardiens. Donc, est-ce que vous préférez le format atelier, capsule vidéo, échange entre parents, séance individuelle selon le besoin exprimé, séance de groupe selon un thème prédéfini, conférence avec experts ou autre? Alors, encore une fois, vous avez l'option de choisir deux choix de réponse. Alors, allez-y.
Alors, les réponses maintenant, quand on parle d'améliorer les compétences, à ce moment-ci, on parle d'échanges entre parents, très intéressant. Atelier, 63%. Séance de groupe sur un thème. Conférence avec un expert, 47%. Wow! Capsule vidéo, 11%. Séance individuelle selon le besoin, 11%. Autre, 9%. Bon, là, je veux vous entendre. Je veux entendre quelqu'un me raconter ça, là, comment et pourquoi vous choisissez ce format-là pour améliorer les compétences. Alors, qui aurait le goût de partager? Quand il est question d'améliorer les compétences de vos parents, vous avez, plusieurs d'entre vous avez mentionné les échanges entre parents. J'ai vraiment le goût de vous entendre. Oui, Sylvie, allez-y. Ben, nous, en Ontario, on fonctionne beaucoup avec les communautés d'apprentissage. On a vu une grande évolution, des grands pas qui ont été faits en offrant justement la chance au personnel éducateur. Puis on a réalisé quand on donne des chances de rencontre aux parents, la même chose se fait. On partage des pratiques gagnantes, on partage des défis, que ce soit pour même juste soulever un petit peu le stress. On a vu que ça se fait à tous les niveaux, dans le fond, que ce soit les enfants, le personnel éducateur et tout ça. Alors, ça fait des petites communautés d'apprentissage intéressantes. Excellent. Merci beaucoup, Sylvie. On aurait le temps pour une autre intervention, si quelqu'un en a le goût, de nous partager un peu votre format, que ce soit pour... j'ai été fascinée par l'amélioration des compétences, mais pour l'information aussi. Barbara Lausier, du côté du Nouveau-Brunswick, mentionne le défi en ce temps-ci avec la pandémie, c'est de trouver les moyens de rejoindre tous les parents et ou familles, oups, ça passait vite, car pas tous accès à technologie ou Internet. Et effectivement, ça aussi, c'est un défi qui est à contourner parce qu'on parle beaucoup d'utilisation de l'Internet alors que ce n'est pas nécessairement facile pour tous, que ce soit par rapport à l'accès, que ce soit par rapport à nos compétences. Donc, ça pourrait aussi être lieu s'il y en a qui sont capables de contourner ce défi-là, de nous le partager. Marie-France Bouchard, du côté de la Fédération des parents francophones Terre-Neuve-Labrador, indique Marie-France, as-tu le goût de prendre la parole? Je vais parler un petit peu. Je suis désolée. Si la rentrée scolaire n'est pas encore commencée, j'ai ma grande juste à côté. Dans notre cas, ce qu'on a remarqué, c'est que très souvent, les parents ils ont de la misère à trouver les ressources en français, surtout quand ils vivent des situations particulières, l'accompagnement pour leurs enfants avec des besoins particuliers, entre autres. Durant nos tables de concertation, ce qui est ressorti, c'était un besoin des fois d'avoir du réseautage, donc d'avoir des personnes qui ont passé par là, qui ont utilisé le système, qui savent où se diriger pour combler tout le manque de ressources que des fois l'information n'est pas facile à trouver. Donc, de les mettre en contact, c'est une façon d'optimiser, si on veut, les ressources qui sont à notre disponibilité. C'est une des options qu'on envisage à Terre-Neuve, du moins, pour assister davantage nos familles. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Pierre. On retourne du côté d'une petite question. Là, je vous reviens avec ce que vous avez fait, l'ensemble des projets PES au cours de la dernière année, 2020-2021. Selon vous, quel thème a été abordé par le plus grand nombre de projets PES pendant l'année 2020-2021? Est-ce que ce serait la nutrition, la santé mentale, la prévention des blessures, santé et développement de l'enfant, ou encore santé prénatale, postnatale ou infantile? Donc, cette fois-ci, vous devez trancher. Alors, allez-y, au meilleur de ce que vous pensez. Selon vous, quel thème aurait été abordé par le plus grand nombre de projets PES au cours de la dernière année? Et n'oubliez pas de soumettre une fois l'option retenue. Alors, on est ex aequo entre santé mentale à 48% et santé et développement de l'enfant à 48%. Moutarde, vous avez tous gagné, c'est exactement ça. Vous avez eu une égalité, en fait, dans les thèmes. Alors, santé mentale et santé et développement de l'enfant ont été abordés par
le plus grand nombre de projets PES. En fait, c'est 26 projets PES qui ont abordé le thème de la santé mentale et également qui ont abordé le thème de développement de l'enfant. Et justement, quand on parle de santé mentale, voici la prochaine question. À quelles ressources avez-vous eu recours pour aborder le thème de la santé mentale dans votre coin de pays, quand vous avez fait une ou plusieurs activités PES? Aucune ressource? Un ou une psychologue, un ou une psychothérapeute, un ou une médecin et ou pédiatre, un ou une infirmière ou infirmier de la santé publique, un ou une infirmière ou infirmier de santé mentale, un ou une intervenant d'un organisme œuvrant dans le domaine de la santé mentale ou autre. Bien entendu, vous utilisez la boîte clavardage. Donc, vous avez encore une fois l'option de choisir 2 réponses. Alors, allez-y et par la suite, n'oubliez pas de cliquer « Soumettre ». On parle aussi de neuropsychologue du côté du Nunavut. Ah, vous êtes chanceux d'avoir cette ressource-là dans votre coin de pays, bravo. Marie-France Bouchard ajoute travailleur social. Moutarde, j'aurais dû vous avoir quand j'ai bâti le sondage. Psychoéducateur, absolument. Réseau santé en français, qui sont d'autres options possibles. Parmi les réponses qui vous avaient été offertes, la plus populaire qui a été retenue, c'est à 71% une intervenante ou un intervenant d'un organisme dans le domaine de la santé mentale. Excellent. 21% d'entre vous avez eu recours à aucune personne. Ah, Sandra Saint-Laurent, du côté du Yukon, est allée chercher la perle en matière de santé mentale, qui est Dr Sonia Lupien, chercheur en neurosciences, effectivement. Wow! C'est une étoile. 14% psychologue, psychothérapeute, médecin et ou pédiatre. Merci beaucoup. On enchaîne avec la prochaine question, qui est, parce que santé et développement de l'enfant était tout aussi populaire. Donc, si vous avez fait des activités autour de la santé, du thème de la santé et du développement de l'enfant, à quelles ressources avez-vous eu recours? Aucune? Orthophoniste, médecin pédiatre, nutritionniste, diététiste, infirmière de la santé publique, kinésiologue, physio, ergo, intervenant du centre de ressources pour la famille ou autre? Alors, il y a des gens aussi pour la réponse précédente qui avaient mentionné l'Association canadienne de santé mentale, effectivement, que c'est une excellente ressource. Alors, vous avez la possibilité de voter, de prendre 2 options. Alors, allez-y. Et n'oubliez pas de cliquer « Soumettre ». Alors, vous cliquez « Soumettre ». Celle-là est la plus difficile. Donc, le thème de la santé et du développement de l'enfant. Quelles ressources? À quelles ressources est-ce que vous avez? Intervenant du centre de ressources pour la famille. Excellent. 63%. Orthophoniste à 25%. Infirmière de la santé publique à 25%. Et par la suite, on voit nutritionniste, kinésiologue, physio, ergo, et tout ça aller. Donc, merci beaucoup. Et moi, je dois accélérer un petit peu parce que je suis en train de gruger mon temps. Je vais vous lancer une dernière ou avant-dernière question, mesdames et messieurs. Et la voici. Est-ce que vous souhaitez partager des outils, que ce soit des trousses, des clips, des enregistrements, des conférences, qui nous aideraient à bâtir une banque à la disposition de l'ensemble des projets PES? Donc, est-ce que ça vous tenterait de partager ça? Oui, tout à fait. Oui, peut-être. Non, ça ne vous intéresse pas. Ou autre, répondre dans la boîte de clavardage, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous auriez le goût qu'on se construise ensemble une banque d'outils à la disposition de l'ensemble des projets PES? Vous choisissez, vous votez, oui, tout à fait à 60%, message bien entendu.
Prochaine question et dernière en ce qui me concerne. Alors, on vous a parlé d'une banque d'outils. Maintenant, on pensait aussi que ça pourrait être intéressant de se constituer une banque de personnes ressources qui pourrait être à la disposition des projets PES quand vous voulez aborder différents sujets. Donc, est-ce que de collaborer à créer ou à bâtir une banque de personnes ressources, ça vous intéresse? Oui, tout à fait. Oui, peut-être. Non, ça ne m'intéresse pas. Ou autre, n'oubliez pas d'utiliser la boîte de clavardage et après votre réponse, de cliquer « Soumettre, s'il vous plaît ». Donc, on dit du côté de Terre-Neuve-Labrador que oui, ils aimeraient avoir une banque d'outils, ça leur serait utile. Banque de personnes ressources, tout autant. Donc, merci beaucoup. Message bien entendu. Et moi, j'ai épuisé mon temps pour mon activité de mobilisation des connaissances, mais vous nous avez aidés tous à penser mobilisation des connaissances pour la prochaine année et à s'échanger des trucs. Maintenant, parlant de s'échanger des trucs, j'ai le plaisir aujourd'hui nous avons en fait le plaisir aujourd'hui d'accueillir une chercheure du nom de Audrey-Anne Deneau, qui est fondatrice du site Éduco-Famille et dont les domaines de recherche se situent précisément au niveau du développement. C'est une chercheuse en psychologie qui s'est spécialisée dans le domaine du développement de l'enfant et elle étudie présentement à l'Université de Calgary. Ses recherches examinent comment les mères et les pères influencent le développement social, émotionnel, cognitif et cérébral de leur enfant, de la petite enfance à l'âge adulte. Donc, on est très heureux d'accueillir Audrey-Anne Deneau aujourd'hui. Et Audrey-Anne, je vais vous laisser prendre le contrôle de l'écran et je vais peut-être inviter les gens, si vous pouvez fermer votre caméra pendant peut-être la présentation d'Audrey-Anne pour faciliter le passage de la bande Internet et faire en sorte que tout le monde autour du Canada puissiez facilement pouvoir suivre la présentation sans pépin de connexion. Audrey-Anne, merci beaucoup. Allez-y. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait. Oui. Puis l'écran aussi, ça va? Oui, ça va très bien, merci. OK. Ouais. C'est toujours bien de commencer par ça. Donc, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de sensibilité parentale. Donc, comme Nathalie l'a mentionné, je suis chercheuse postdoctorale à l'Université de Calgary et ma recherche regarde vraiment le thème de la sensibilité parentale, entre autres, et comment, de façon plus large, les parents peuvent promouvoir le développement positif de leurs enfants. Donc, la sensibilité parentale, c'est une thématique qui est particulièrement chère à mon cœur. Donc, je suis contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui et j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous aussi tantôt. Donc, pour commencer, je voulais vous partager une petite citation de Dr. Charles Raison, qui est un psychiatre, qui dit « Une génération de parents profondément affectueux changerait le cerveau de la prochaine génération et ainsi le monde. » Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais je trouve que c'est une belle citation disant pourquoi on travaille ensemble. Donc, même si on ne s'est jamais rencontrés, on a un but commun qui est vraiment de soutenir les familles, les parents, pour qu'on ait des enfants qui sont encore plus en santé, qui ont une meilleure qualité de vie. Et je trouve que c'est bien de penser à ça de cette façon-ci, qu'en faisant ça, on peut vraiment avoir une contribution au niveau du monde aussi. Donc, dans ma présentation aujourd'hui, ce ne sera pas trop long, donc peut-être une 15-20 de minutes, mais on va aborder 3 thèmes principaux. Le premier étant « Qu'est-ce que la sensibilité parentale? » Donc, je vais commencer juste en vous définissant le concept pour qu'on parle bien tous de la même chose. Ensuite, je vais vous mentionner les impacts positifs de la sensibilité parentale chez les enfants. Et je vais donner des petites stratégies qu'on peut peut-être partager avec les parents pour être plus sensibles, dans le fond, envers ses enfants. Avant d'aller plus loin, je voulais juste noter que la présentation se nomme sensibilité parentale, mais ce n'est pas un concept, la sensibilité, qui est unique aux parents. Donc,
je pense que la notion de sensibilité, c'est quelque chose qui s'applique bien au travers de la famille. Donc, on pourrait avoir des frères et des sœurs qui sont sensibles envers les enfants. On peut avoir des grands-parents, des oncles et des tantes. Et aussi dans les contextes éducatifs, donc des éducateurs, des professeurs, des enseignants qui sont sensibles envers leurs enfants. Donc, je voulais juste vous partager ça avant de me rendre plus loin pour que vous puissiez garder en tête que le contexte d'application peut être assez large aussi. Donc, qu'est-ce que la sensibilité parentale? Pour se mettre en contexte d'abord, c'est important de se souvenir que les enfants sont des êtres qui sont très vulnérables. Donc, ça semble un petit peu bizarre à dire, mais quand on y pense, les bébés ne sont pas vraiment capables de rien faire par eux-mêmes. Donc, s'ils ont faim, ils vont avoir besoin d'un adulte ou d'une autre personne pour les nourrir. S'ils ont de la douleur, ils vont avoir besoin de quelqu'un pour les aider à réduire leur inconfort ou faire quelque chose pour réduire la douleur. S'ils ont besoin de se faire changer la couche, ils ont encore besoin d'une autre personne. Puis même quand les enfants sont plus vieux, si on pense à un enfant d'âge préscolaire ou même un enfant qui va à l'école, ils ne sont pas encore autonomes. Donc, on ne pourrait pas imaginer un enfant de 7 ans vivre sa vie de façon indépendante en appartement. Donc, évidemment, on sait que les enfants, même à cet âge-là, ont besoin d'un adulte pour les aider. Puis, quand on parle dans la recherche de sensibilité parentale, on parle souvent en réponse à des besoins des enfants. Donc, un besoin que ça peut être justement d'avoir faim, d'avoir de la douleur, d'avoir peur, d'être triste. Peu importe, ça peut être tout plein de besoins que les enfants ont. Donc, ce qui peuvent être démontrés au quotidien par ces enfants-là. Et si on se met en contexte, si on fait un petit exercice d'imagination, si on imagine un enfant qui est en train de faire une randonnée avec son parent, puis qui tombe par terre. Donc, l'enfant se fait mal, tombe, et il signale son besoin à un parent. Donc, on pourrait penser à un enfant qui va pleurer, par exemple. On pourrait penser à un enfant qui va juste faire « Ah, ça fait mal » ou quelque chose comme ça, ou qui va juste être par terre puis qui ne se relèvera pas. Donc, face à ce signal-là, les parents vont réagir de différentes façons. Donc, il y a certains parents qui vont aller vers leur enfant dès qu'il y a un petit chignement, qu'il y a un petit son que l'enfant émet, tandis qu'il y en a d'autres qui vont attendre qu'il y ait une plus grosse intensité de pleurs, par exemple, ou de protestation de la part de leur enfant. Si on va plus loin, il y a certains parents qui vont identifier tout de suite que l'enfant est tombé, qu'il s'est fait mal, tandis qu'il y a d'autres qui vont voir l'enfant qui est par terre, qui vont peut-être dire « Ah, il est fatigué, il ne veut plus faire de randonnée ». Donc, au fil des premières années de vie de l'enfant, il va y avoir beaucoup de situations comme ça où l'enfant va signaler son besoin et le parent va avoir à fournir une réponse à ce besoin-là. Donc, à chaque fois que le parent donne une réponse à son enfant, il y a l'opportunité de donner une réponse qu'on va dire sensible. Donc, c'est quoi la sensibilité parentale? Selon la définition classique de Mary Ainsworth, qui était une psychologue canadienne qui a fait beaucoup de travail sur le développement de l'enfant et les relations parentales, un parent sensible va répondre à 4 critères. Donc, premièrement, il va être en mesure de détecter les signaux de l'enfant. Donc, ça peut être des signaux qui sont verbaux, qui sont non-verbaux, émotionnels de la part de l'enfant. Mais en gros, le parent va voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez l'enfant. Peut-être que l'enfant fait la moue, peut-être qu'il est en train de pleurer. Peu importe le signal, il va remarquer qu'il y en a un. La deuxième étape de la sensibilité parentale, ou le deuxième niveau plutôt, c'est que le parent va faire une interprétation qui est juste des signaux. Donc, si on reprend l'exemple de l'enfant qui est tombé en randonnée, on parle ici du parent qui est capable de voir que l'enfant s'est fait mal en tombant et non que l'enfant est fatigué ou quelque chose d'autre. Donc, le parent est capable de bien interpréter le signal puis savoir c'est à quoi que ça réfère, c'est quoi le problème dans le fond. Ensuite, le parent est capable de fournir une réponse qui est juste et appropriée. Donc, avec notre enfant qui s'est fait mal en tombant, le parent va peut-être le consoler, va peut-être lui mettre un pansement sur son genou s'il s'est fait mal au genou, par exemple, faire un bec bobo, peu importe la stratégie, mais
de façon importante, le parent ne va pas aller donner une collation, par exemple, ou dire à l'enfant de dormir. Donc, le parent va être capable d'identifier, de mettre en application une réponse qui est juste. Et dernièrement, il va mettre la réponse en application d'une façon qui est rapide et qui est complète. Donc, le parent ne va pas attendre que l'enfant soit en train de se rouler par terre en pleurant et il va aussi finir de mettre en application la réponse. Il ne va pas mettre la moitié d'un pansement puis s'en aller. Donc, ensemble, ces 4 items-là font la définition de la sensibilité parentale selon la recherche dans le domaine des relations parents-enfants. Avant d'aller plus loin, je voulais noter qu'un parent qu'on dirait insensible selon la recherche ne le fait pas nécessairement de façon consciente. Donc, on ne pense pas à un parent qui se dit « je vais être insensible envers mon enfant ». Donc, on sait tous que les parents font le mieux qu'ils peuvent, étant donné les ressources qu'ils ont, le temps qu'ils ont, aussi leur propre expérience avec leurs relations quand ils étaient petits. Donc, je voulais juste noter qu'il y a plusieurs raisons pourquoi un parent pourrait manquer de sensibilité dans certaines réponses avec leur enfant. On pourrait penser que certains parents, par exemple, ne sont pas capables de s'imaginer à la place de l'enfant, donc ils ne sont pas capables de comprendre pourquoi l'enfant aurait besoin d'aide, ferait un signal, dans le fond. Des fois, il y a des parents qui pourraient être peut-être trop centrés sur eux-mêmes, malheureusement, pour remarquer les signaux de l'enfant. Trop centré peut avoir des milliers de raisons. On peut avoir un parent qui est occupé à travailler, un autre qui est occupé à faire des tâches ou quelque chose qui arrive de plus en plus souvent, un parent qui est sur son téléphone puis qui ne remarque pas des fois son enfant qui se fait mal, qui a un problème ou qui pleure. Et dernièrement, j'aime toujours le noter, il y a des parents qui ont eux-mêmes vécu des traumas ou des moments difficiles dans leur enfance, puis des fois, quand ils voient leur enfant en situation de besoin, ça peut créer beaucoup d'anxiété, de stress chez le parent, puis le parent peut ne pas être capable de donner une réponse qui est adéquate à l'enfant. Donc, encore une fois, on ne parle pas ici d'un parent qui se dit « je vais être insensible ». On peut penser à un parent qui a vécu tellement qu'il n'est pas capable nécessairement de donner cette réponse-là, même s'il aimerait peut-être le faire. Donc, en gros, c'est ça la définition de la sensibilité parentale. J'espère que ça clarifie un petit peu le concept. Et maintenant, je vais vous parler des impacts positifs de la sensibilité parentale. Donc, le premier impact positif, c'est vraiment au niveau de la relation d'attachement. Donc, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, étant donné le domaine dans lequel vous travaillez, mais la relation d'attachement entre un parent et son enfant est très importante, puis va avoir des retombées positives sur l'enfant pour le reste de sa vie. Donc, la sensibilité parentale, c'est vraiment le comportement parental ou le facteur clé qui va promouvoir la formation d'une relation d'attachement qui est sécurisante, donc qui est positive. C'est souvent pour ça qu'on parle de sensibilité parentale dans mon domaine. Et si on va dans d'autres outcomes, comme on dit, ou d'autres conséquences positives, bénéfices, c'est ça le mot que je voulais dire, chez les enfants. Donc, selon différentes études et méta-analyses, donc des méta-analyses quand ils prennent plein d'études qui ont été faites dans le domaine puis qui les combinent ensemble pour avoir un vrai estimé basé sur plus de personnes, sur plus d'échantillons différents. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que les enfants qui ont des parents sensibles vont avoir des meilleures capacités à réguler leurs émotions. Donc ça, on peut penser que les parents sensibles vont remarquer plus rapidement quand les enfants ont de la peine, par exemple, ou ils ont besoin de partager quelque chose avec leurs parents. Et ils vont pouvoir en discuter avec eux de façon qui est plus sensible. Donc, à travers l'interaction avec le parent, l'enfant va développer des meilleures capacités à réguler ses émotions dans le futur. Et aussi, les enfants qui ont des parents sensibles ont moins de troubles de comportement. Donc, troubles de comportement, on parle ici, par exemple, d'agressivité, hyperactivité, aussi ce qui est dépression, anxiété. Donc, c'est quand même quelque chose d'important au niveau de la santé mentale ici. Et on peut penser que c'est sûrement justement, entre autres, grâce aux meilleures capacités pour réguler leurs émotions,
que ces enfants-là vont montrer moins de troubles de comportement quand ils sont avec des amis, par exemple, si on parle de l'agressivité, ou même eux-mêmes, ils vont être capables de plus s'auto-parler quand ils ont des émotions négatives, puis moins tomber dans ce qui est anxiété et dépression. Les enfants qui ont des parents sensibles ont aussi de meilleures capacités langagières et de meilleures capacités cognitives. Donc, ici, on peut penser encore au fait que les parents qui sont sensibles vont peut-être engager davantage avec leurs enfants, ils vont peut-être leur parler plus. Donc, ici, si on a plus de langage, on a plus de stimulation, donc on peut développer des meilleures capacités langagières. Et pour ce qui est des capacités cognitives, on peut s'imaginer qu'un parent sensible qui va, par exemple, aider son enfant à faire des devoirs va être davantage capable de l'accompagner à chacune des étapes et d'aider l'enfant à développer ses capacités de raisonnement, par exemple, qu'un parent qui n'est pas sensible, qui va juste soit perdre patience ou donner la réponse à l'enfant. Donc, avec ces 4 types de comportements et ces 4 bénéfices, disons-le, et la relation d'attachement, on peut voir que la sensibilité parentale, c'est vraiment quelque chose d'important qui vaut la peine de promouvoir chez les parents et surtout d'en parler. Donc, pour notre dernier thème, comment est-ce qu'on peut être un parent plus sensible? Donc, j'ai 4 stratégies à proposer. Ce n'est pas nécessairement toutes les stratégies qui existent, mais c'est 4 qui sont peut-être plus importantes ou qui reviennent souvent dans la recherche scientifique pour expliquer comment un parent pourrait être plus sensible. Donc, le premier, c'est d'être attentif aux signaux de l'enfant. Donc, les enfants vont signaler leurs besoins de beaucoup de différentes façons. Et c'est important de noter que chaque enfant n'est pas le même. Donc, si tous les enfants fonctionnaient de la même façon, avaient les mêmes façons de parler, je pense que notre job serait pas mal plus facile, mais ce n'est pas le cas. Donc, certains enfants vont être peut-être plus prompts à pleurer, certains vont peut-être s'isoler socialement quand ils ressentent des besoins. Il y a même des bébés, si on pense à des bébés, il y en a qui vont pleurer plus que d'autres. Donc, il faut être attentif aux signaux de l'enfant qui peuvent varier aussi selon le temps. Et des exemples qu'on peut penser, c'est évidemment les pleurs, qui est peut-être celui auquel on est le plus familier, des gémissements. Chez les bébés, surtout, on peut penser à des gigotements, des bébés qui se mettent à vraiment dans leur lit ou avec leur mère à gigoter, peut-être qu'ils sont inconforts, qui signalent un besoin, des grimaces faciales, des sursauts, des contractions musculaires d'effort. Ça aussi, on va le voir beaucoup chez des bébés. Puis chez les bébés, il faut faire encore plus attention vu qu'ils ne sont pas capables de parler encore. Il faut être encore plus à l'affût des signaux qui sont plus physiques. Et dernièrement, les manifestations physiques de stress. Donc, on parlait tantôt de Sonia Lupien. Elle parle beaucoup de ça chez les enfants. Donc, les maux de ventre particulièrement. Il y a des enfants qui ne diront pas qu'ils ont besoin du parent parce qu'ils sont stressés, mais qui vont avoir des manifestations comme d'avoir mal au ventre. Donc, il faut que les parents, ou pour être plus sensibles, les parents peuvent remarquer ces maux de ventre puis essayer d'aller voir pourquoi l'enfant ressent ça. Ensuite, la prochaine stratégie, c'est d'essayer de comprendre la perspective de l'enfant. Donc, quand les enfants font un signal, c'est qu'il se passe quelque chose dans leur tête. Ils ont un état mental, ils ont une activité mentale qui fait en sorte qu'ils vont avoir un besoin. Donc, il y a certains parents, je pense des fois, qui se disent « Ah, l'enfant pleure pour pleurer ». Et ce n'est pas le cas dans le sens que les bébés, les enfants ont des raisons, ils peuvent avoir mal, ils peuvent avoir de la détresse, ils ont peur, peu importe. Donc, comme les adultes, les enfants vont ressentir des émotions et des désirs. C'est ces émotions, ces buts, les désirs qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir des signaux. Donc, c'est bon de s'imaginer à la place de l'enfant afin de favoriser la sensibilité parentale. Ça peut avoir l'air drôle des fois de s'imaginer à la place d'un bébé, mais on peut imaginer que si le bébé, mettons qu'il y a un chat dans la place, puis le chat il est parti dans une autre pièce, puis l'enfant se met à pleurer en regardant la porte, ça se pourrait que c'est juste parce qu'il veut voir le chat. Donc, essayez de s'imaginer pourquoi l'enfant pourrait avoir ce signal-là peut être utile aux parents. Troisième stratégie, on parle ici de respecter le rythme et les intérêts de l'enfant.
Donc, si vous avez déjà joué avec un enfant ou un bébé, vous savez que des fois, ils sont fascinés par une petite chose. Donc, on peut avoir une petite balle, puis ils regardent la balle pendant 15 minutes. Puis parfois, en tant qu'adulte, ça peut être facile de vouloir imposer notre rythme, de vouloir aller un petit peu plus vite parce que nous, on n'est pas très stimulés. Puis ça se peut aussi que votre enfant ait des intérêts qui sont différents des vôtres. Donc, si vous avez un enfant qui est passionné d'auto puis que vous détestez les autos, ça peut être long de jouer pendant des heures avec des autos. Mais quand on parle de sensibilité parentale, on veut vraiment essayer de s'adapter au rythme et aux préférences de l'enfant. Donc, si l'enfant joue avec une balle pendant 10 minutes, on ne va pas aller présenter un autre jouet parce que ça serait considéré une réponse qui n'est pas vraiment sensible. On essaie de nous imposer un rythme à l'enfant. Donc, on essaie de garder, de se fier aux signaux de l'enfant, de suivre son lead. C'est comme si l'enfant nous guide dans les interactions, puis on essaie de s'adapter à lui. Et dernière stratégie, on essaie d'accompagner l'enfant dans ses défis. Donc, quand on parle de sensibilité, on parle souvent de signaux qui peuvent être plus comme de la détresse, avoir mal, des choses comme ça. Mais il y a aussi tout le niveau face à des nouvelles situations. Donc, les enfants peuvent être stressés, anxieux. On est en plein dans la rentrée, donc il y a des enfants qui peuvent être vraiment anxieux d'être séparés de leur famille présentement quand ça fait 1 an qu'ils ont passé du temps avec leur famille ou juste de commencer l'école. Fait qu'on veut que idéalement, le parent soit clair qui est avec l'enfant pour l'appuyer, même si l'enfant ne le dit pas nécessairement. Donc, les parents peuvent rappeler à l'enfant qu'ils sont là s'il y a quoi que ce soit, encourager l'enfant, puis vraiment donner l'impression à l'enfant que le parent est là. S'il se passe quelque chose, l'enfant peut revenir aux parents et le parent va être là pour l'écouter, pour l'aider, pour lui donner sa perspective. Donc, c'est ce qui fait le tour de ma présentation. Je voulais vous donner 2 ressources que j'ai créées sur le site d'Éducofamille, qui est vraiment, je ne l'ai pas mentionné au début, j'aurais peut-être dit, mais c'est un site web ainsi que des réseaux sociaux qui vont présenter des ressources en français basées sur la science, dont sur le thème de la sensibilité parentale. Donc, j'ai un article qui est sur la sensibilité parentale et récemment, j'ai aussi créé une infographie, donc qui est à droite ici. Vous pouvez en télécharger une copie sur le site web ou sinon, je pense que Nathalie va aussi l'envoyer dans la feuille de chou. Donc, pour terminer, merci de votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez entrer en contact avec moi, l'information est ici. J'ai aussi inclus le je ne sais pas c'est quoi le mot, là, mais de notre identifiant ou peu importe de nos réseaux sociaux si jamais vous voulez aller nous suivre. Donc, merci de votre écoute. Je vais arrêter de partager. Merci beaucoup, Audrey-Anne. Ça a été un plaisir de t'écouter. Maintenant, on a le privilège d'avoir Audrey-Anne avec nous pour une période encore, une bonne quinzaine de minutes. Alors, moi, je vous invite à signaler votre présence. Si vous avez le goût de poser une question ou d'interagir avec Audrey-Anne, le moment vous appartient. À vous pour aller chercher davantage d'informations. Donc, on a une première question de la part de Binta. Allez-y, Binta. Bonjour tout le monde et merci à Audrey-Anne pour cette belle présentation. C'était vraiment très clair. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que la sensibilité parentale peut parfois nuire au bon développement de l'enfant? Parce que, par exemple, quand je prends l'exemple d'un enfant qui pleure la nuit, d'aucuns disent qu'il faut le laisser pleurer et il y a même eu des études là-dessus parce que cela va aider l'enfant à faire ses nuits plus rapidement. Mais est-ce que ça, un parent sensible peut laisser faire ça? Merci de votre question. C'est une super bonne question et je sais que la thématique du dodo, c'en est une qui a tellement d'opinions. Il y a tellement de gens qui ont des perspectives différentes et ça change, on dirait, à chaque 5 ans, on dirait qu'il y a des nouvelles recommandations. Je pense qu'un parent sensible peut, oui, laisser un enfant qui pleure dans sa chambre la nuit, par exemple. Je sais que ça, c'est une technique qui existe, puis il y a des enfants qui vont pleurer, qui vont vouloir que le parent vienne. Mais je pense aussi que le parent qui est sensible va peut-être avoir une meilleure capacité à reconnaître quand il faut aller parce que
l'enfant a besoin d'être changé, l'enfant a besoin, il a faim ou quelque chose comme ça, et juste le laisser pleurer. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que la différence va être plus grande. Un parent qui est moins sensible va peut-être moins reconnaître des fois qu'il y a vraiment un besoin quand l'enfant va pleurer, que c'est pas toujours parce que c'est la nuit puis l'enfant veut passer du temps avec ses parents. Je pense qu'on a des enfants qui ont, je ne sais pas si vous connaissez l'expression en anglais, le FOMO, Fear of Missing Out. Je pense qu'on a des enfants des fois qui veulent toujours être accompagnés puis qui ont un petit peu de FOMO, mais un parent qui va être sensible va être plus capable de voir quand c'est du FOMO puis quand c'est des besoins. Merci beaucoup, Binta, pour cette première question. Puis merci, Audrey-Anne, pour la réponse qui est fournie. Je vous invite, là, on a beaucoup de remerciements qui apparaissent dans la boîte de clavardage. C'est super, d'un peu partout. Maintenant, moi, je suis curieuse. Comment est-ce que cette information-là qui vous est partagée aujourd'hui, comment est-ce que ça résonne dans votre coin de pays, dans vos projets? Est-ce que ça vous incite, ça vous donne des pistes pour peut-être aborder cette thématique de la sensibilité parentale dans votre coin, dans vos projets? Est-ce que ça vous éveille à certains éléments? J'ai Marie-Pierre Bouchard qui dit « Pour le dodo, honnêtement, j'ai dû changer mon approche pour mes 3 enfants. Certaines techniques ont fonctionné pour ma première, mais des échecs pour les 2 autres. » Ah, les enfants ne sont pas tous pareils, effectivement, Marie-Pierre, merci de ta contribution. Sylvie Charon indique que c'est déjà un sujet d'intérêt dans leur coin au niveau de l'Ontario, donc vous faites déjà du travail à ce niveau-là dans votre coin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le goût d'en partager un peu ce qui se passe chez vous dans ce coin-là au niveau de la sensibilité parentale? En attendant que quelqu'un demande la parole. Sandra, oui, allez-y. Oui, ben nous, on a travaillé avec l'Institut Neufeld d'Ottawa qui travaille sur la notion d'attachement. Justement, on a permis à nos parents d'accéder, et les intervenants aussi en petite enfance, d'accéder à de la formation comme 4 modules en ligne, en groupe, mais aussi peuvent être aussi en individuel, là, sur justement les notions de... Elle ne disait pas nécessairement sensibilité parentale, mais c'est essentiellement la même chose. Donc ça a été super apprécié, vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Sandra. Puis effectivement, moi, je vois le concept de sensibilité parentale se rejoindre très bien avec la santé mentale des tout-petits aussi, là, puis nous aider justement, tant au niveau des relations d'attachement, mais aussi de comprendre encore mieux là, comment est-ce qu'on peut peut-être intervenir, qu'on soit intervenant à petite enfance, qu'on soit parent, qu'on soit membre d'une famille élargie. Sarah, vous souhaitez... contribuer ou vous souhaitez? Oui, ça me faisait penser aussi aux ateliers qu'on offre ici aux parents. Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Je pense qu'on apprend aux parents à être sensibles à leurs enfants, mais c'est qu'on n'a jamais utilisé la notion de sensibilité parentale. Donc, c'est un peu nouveau, mais c'est très, très intéressant. Je me demande si vous offrez des formations ou... une formation des formateurs, quelque chose comme ça. Est-ce que ça existe? Audrey-Anne, est-ce que ça existe des formations? Désolée, je n'étais pas sûre si c'était pour Nathalie ou pour moi la question. Il y a des formations qui sont peut-être plus intenses qui existent, qui sont plus au niveau de l'intervention, sensibilité avec les parents. Donc ça, c'est des formations qui sont plus intenses, disons, en recherche. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs comme moi qui sont contents d'aborder ces thèmes-là, que c'est un thème qui est tellement important pour les parents et qui veulent partager cette information-là. Si je peux me permettre juste de faire un lien avec la relation d'attachement, la raison pourquoi j'aime beaucoup parler de sensibilité parentale, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui deviennent un petit peu, je ne veux pas dire obsédés, mais qui pensent beaucoup à la relation d'attachement, puis qui deviennent un petit peu inquiets que leur enfant a une mauvaise relation d'attachement, puis ils se disent « qu'est-ce que je peux faire? » Mais la relation d'attachement, c'est fondamentalement quelque chose qui va de l'enfant vers le parent. Et
je trouve que la sensibilité parentale, c'est la meilleure façon d'agir pour les enfants, puis c'est au niveau des parents, puis c'est la recherche, c'est ce qu'elle montre quand on fait des interventions d'attachement, on intervient au niveau de la sensibilité parentale. Donc, en commençant à changer la discussion un petit peu vers la sensibilité parentale, vers quelque chose que les parents peuvent agir, peuvent changer au quotidien, je pense que c'est là que ça devient très plus concret pour les parents qui peuvent voir des applications au quotidien. Donc, ouais. Donc, pour la question, il y a des chercheurs comme moi qui sont contents d'en parler à des familles et c'est une application qui est importante aussi, selon moi. Merci Sarah, merci Audrey-Anne. Puis moi, en tout cas, quand j'ai commencé à lire là-dessus, je me disais, bon, ouf, est-ce que ça va être un autre concept qui pourrait potentiellement culpabiliser des parents à dire, ah mon Dieu, j'ai pas fait ça ou je devrais faire ça ou tout ça. Mais en fait, moi, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que non, on y va vraiment il y a des pistes concrètes qu'on suggère pour agir, pour mieux être, mieux accompagner notre enfant, vivre avec nos enfants, mais au maximum de ce qu'on est selon nos capacités, nos possibilités, tout ça. Puis moi, j'ai entendu aussi des messages là, de respecter les 4 règles que tu as données, là, de respecter le rythme de l'enfant et tout ça. Puis encore une fois, je me disais, bon, c'est des choses qui sont quand même concrètes aussi pour des parents, pour des intervenants, pour des familles élargies qui n'ont pas nécessairement vécu avec ces notions-là aussi, là, sans faire d'agisme, mais disons quand même que, tu sais, puis il y a des façons dont chacun de nous avons été élevés dans nos familles avec des habitudes, des façons de faire, et puis qui peuvent définitivement différer de ce qui est suggéré. Une dernière possibilité pour vous d'intervenir ou de poser une question à Audrey-Anne pendant qu'elle est avec nous. Alors, ne vous gênez pas. Ou un commentaire si ce n'est pas une question aussi. Oui, Nicole. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir, je sais que tout à l'heure, Sarah avait demandé comme s'il y avait des formations qui étaient offertes. Et moi, je voulais savoir si jamais, comme à Lille, on voulait faire comme une présentation sur le thème. Donc, est-ce qu'on peut simplement vous contacter? Quelle est la meilleure façon? Oui, certainement, je vais mettre mon courriel dans le chat. C'est peut-être la meilleure façon plutôt que vous le dire à voix haute. Parfait, OK. Quoi que ce soit comme ça, si jamais vous voulez m'écrire, je peux certainement faire une présentation sur ce sujet-là. Aux parents, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous bénéficier, peu importe où on en est ou de la façon qu'on interagit avec des enfants. Oui, parce que je cherche juste comme des idées pour comme des ateliers futurs ou autres et je trouve que c'était vraiment très intéressant comme présentation. Donc, c'était juste Merci pour beaucoup, dans le futur. Merci. Merci, Nicole. Merci. Alors, on vient de se dégoter une autre personne ressource de qualité pour offrir des formations au cours de la prochaine année. Alors, c'est génial. Bon, et puis on voit que Isabelle, du côté du réseau santé de l'Alberta, est toute excitée parce que, bon, vous étudiez à l'Université de Calgary. Alors, c'est ça. Bon, bien, écoutez, Audrey-Anne, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, nous avoir partagé ce concept. Et puis, définitivement que votre infographie et vos coordonnées vont être partagées aux gens présents aujourd'hui. Donc, fort heureusement, j'imagine que le téléphone va sonner chez vous. Et puis, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Au revoir. Merci beaucoup, Nathalie, de l'invitation. C'est un plaisir. Merci tout le monde de votre écoute. Parfait. Et puis maintenant, on va passer à la troisième et dernière partie de notre présentation d'aujourd'hui. Portant sur des nouvelles terrains. Donc, je vais céder la parole à votre personne ressource sur le terrain, qui est Roger Gauthier, qui va vous partager
des éléments quant à le suivi sur le terrain, ce qui s'en vient pour vous. Alors, Roger, je vais t'inviter à aller de l'avant. On ne t'entend pas, Roger? Si j'ouvre mon micro, ça va aller mieux. Ah, ça va parfaitement. Oui. Merci beaucoup pour la présentation également avec Audrey-Anne, hein, parce que moi, ça va m'aider à devenir peut-être un grand-papa plus sensible au niveau grand parental. Et parce que j'ai des petits-enfants et puis c'est pas toujours facile. J'ai l'impression que les hommes, c'est peut-être plus difficile pour les hommes que pour les femmes, toute cette expérience-là. Enfin, ça sera peut-être à discuter dans l'avenir. Moi, je vais vous parler quand même du projet Petite enfance en santé. Et pour commencer, je vais quand même vous remettre un peu dans l'ambiance du projet, qui est un projet national, mais qui a des incidences au niveau provincial, territorial, local, et puis en intervenant directement auprès de personnes, d'individus et de familles. Donc, les 4 piliers vraiment du projet Petite Enfance, qui sont un peu uniques en son genre, c'est qu'il est basé sur un partenariat qui va du national avec le comité de gestion national au provincial avec les réseaux santé et les partenaires. Puis les promoteurs, quand ils font un projet, travaillent également en partenariat avec d'autres personnes et il y a des interventions locales qui se font avec du milieu local. On revient encore. Le deuxième aspect, c'est la mise en œuvre. Et ça, c'est la mise en œuvre est assumée au niveau national par la coordination nationale, dont je suis un des coordinateurs. Au niveau territorial et provincial, c'est les réseaux et les coordinations de gestion pour les plans de services communautaires. Parce que vous savez que dans chaque province et territoire, il y a un plan de services communautaires qui a été développé. Et c'est là-dessus que les promoteurs se basent pour fournir des services comme tels qui ont des incidences directement sur le terrain avec des objectifs, des résultats, des plans de travail et tout ça. La mobilisation des connaissances, vous voyez qu'avec aujourd'hui, on a quand même parlé énormément de mobilisation des connaissances. Il y a une stratégie nationale qui existe. Il y a les partages et les échanges des connaissances qui se font au niveau provincial. Il y a les plans de mobilisation. Quand on vous a demandé aux promoteurs de présenter vos projets, d'avoir un plan de mobilisation des connaissances de manière à ce que vous puissiez faire ça. Et évidemment, vous fabriquez des produits. Puis, à la fin de tout ça, il y a le pilier de l'évaluation et de la reddition de comptes. Il y a des rapports annuels qu'il faut fournir à la SPC, des rapports annuels avec la Société Santé en français. Les promoteurs font des rapports annuels avec également les réseaux et il y a des évaluations des activités. Puis, je vais vous parler plus directement de ce dernier point en bas là, de l'évaluation des activités parce qu'il va y avoir des collectes de données qui vont se faire. Donc, si on peut passer à la prochaine. Vous savez qu'on est dans la 3e année du projet. C'est la 3e et dernière, entre parenthèses, année du projet. On va voir si on peut avoir une extension de ce projet-là dans l'avenir, mais présentement, on doit dire que c'est la dernière année du projet. Pour cette dernière année, je peux vous annoncer tout de suite qu'il va y avoir un monitoring qui va se faire. Donc, attendez-vous que vous allez, pour ceux qui sont les promoteurs de projets et les réseaux, il va y avoir des entrevues qui vont être réalisées entre la mi-octobre et la mi-novembre. Et les questions que je vais vous poser, c'est c'est quoi l'avancement des projets ou de votre plan de service communautaire, l'importante réalisation que vous avez faite, les défis, les obstacles, l'utilisation du financement, parce que c'est toujours important de savoir combien vous avez, où vous en êtes au niveau du financement. Et puis, je vais vous poser aussi la question pour les promoteurs qui, au niveau du plan de déploiement du sondage de la SPC auprès des parents. Mais si vous êtes, puis je vais vous en parler tout à l'heure de ce sondage-là, tout à l'heure. La deuxième chose que vous pouvez toujours me rejoindre pour de l'accompagnement terrain sur demande.
Et mon numéro de téléphone est là, 306-380-7988. Donc, vous laissez un message si je ne peux pas vous répondre tout de suite, mais à l'intérieur de 24 heures, habituellement, je suis capable de vous retourner votre appel et puis prendre un rendez-vous avec vous pour discuter. Les prochains rapports financiers à soumettre pour les promoteurs et les réseaux, c'est le 16 septembre 2021 de cette année. Donc, c'est dans pas grand temps. Et évidemment, ça s'adresse à Julien Gravel, qui est le chef des finances de la SSF. Et les autres dates à retenir, c'est qu'il va y avoir un deuxième rapport financier, c'est le 17 janvier, et le rapport annuel et financier final pour la troisième année, c'est le 15 avril 2022, et le gabarit va vous être fourni par le 15 mars de l'année prochaine. Le sondage de l'ASPC pour les parents et les enfants. Donc, c'était annoncé ça dès la conception du projet que l'Agence de santé publique voulait qu'un sondage soit présenté à la troisième année auprès des parents et des enfants. Donc, l'objectif de ce sondage-là, c'est de documenter l'efficacité et l'impact du programme PES et capter le profil démographique des participants, donc quels sont ces parents-là, leur âge, le sexe et tout ça, l'accès aux ressources d'information, le fait c'est quoi l'acquisition d'expérience, de connaissances et de compétences qui sont faites et dans quel domaine, l'adoption de pratiques saines et l'amélioration de l'état de la santé des parents et des enfants. Donc ça, c'est vraiment le but du sondage et l'objectif comme tel. Les prochaines étapes du sondage, le sondage va être disponible à tous les promoteurs de projets sur un lien de plateforme PRA, mais pour les promoteurs qui ont des projets vraiment qui offrent des services directement auprès des parents et des enfants. Donc c'est uniquement auprès de ceux. Je sais qu'il y a parce qu'il y a deux volets dans le programme PES. Il y a celui du renforcement des capacités. Et ça, c'est pas nécessairement des services directs, mais il y a des services directs qui sont donnés. Et c'est pour ceux-là des promoteurs qui devront administrer ce projet-là. Le sondage va être bilingue également. Français et anglais, on se limite seulement à ces deux langues-là parce que on ne peut pas aller plus loin que ça. La période de collecte prévue, c'est d'octobre à la fin février. On a quand même certaines étapes à passer parce que le questionnaire a été complété maintenant au niveau de la rédaction. On est en attente de savoir si on a besoin d'une approbation éthique. Mais aussitôt que tout ça sera prêt, on va vous en soumettre au moins une première copie pour que vous puissiez voir quelles sont les questions qui sont posées. Et puis, une fois que le sondage sera prêt au niveau de la plateforme, on va vous fournir un lien. Et à ce moment-là, vous pourrez fournir ce lien-là aux parents parce que les enfants ne vont pas répondre, c'est les parents qui vont répondre. Finalement, les données vont être collectées et analysées par la firme PRA. Et puis, on va soumettre un rapport à l'Agence de santé publique parce qu'il y a des questions déterminées qu'il faut répondre. Tout ça pour le 30 avril 2021. Maintenant, il y a sûrement des personnes qui se disent, bon, voici, ça fait 3 ans, le projet se termine le 31 mars 2022. Est-ce qu'il va y avoir un renouvellement de l'entente PES 2022 à 24 pour 2 années supplémentaires? Je vous avoue qu'il y a des discussions qui ont lieu présentement c'est dans les plans de l'Agence de santé publique de bien vouloir nous accorder une extension de 2 années. Maintenant, on est un peu dans les limbes présentement parce qu'il y a des élections fédérales. Donc, tout s'arrête au niveau des gouvernements. Mais pour le moment,
On nous a demandé de soumettre à la Société Santé en français de soumettre un plan de travail, un budget global pour le 10 septembre prochain pour approbation finale. Donc, ça s'en vient rapidement. Donc, c'est la Société Santé en français qui va le faire. Le financement annuel pour 22-24 sera le même que les autres années. Donc, on ne s'attend pas à une augmentation, mais au moins le financement va être semblable et très probablement qu'on va respecter le financement qui était accordé auparavant aux provinces et territoires comme tel. Mais tout ça, ça sera encore à déterminer, puis on pourra vous en dire plus tard plus d'informations. Le suivi de la SPC pour un amendement de l'amendement est uniquement après les élections fédérales, donc on ne peut pas s'attendre vraiment à quelque chose au niveau de ce développement-là avant je dirais, moi, le mois de novembre, au plus tard décembre, on espère. Et si le financement est approuvé, il va y avoir un plan de relance qui sera développé après la signature de l'entente pour vous, et puis évidemment la concertation et la mise en œuvre des plans de services communautaires qui ont été développés sur une base de 3 à 5 ans vont demeurer les pierres d'assises pour la poursuite des initiatives Petite enfance en santé dans les provinces et territoires. Donc, tout ça ne va pas changer. Donc, on ne va pas bouleverser, comme je vous ai parlé, là, du modèle unique un peu du projet Petite enfance en santé avec ses 4 piliers, puis ses capacités d'œuvrer au niveau national, provincial, territorial, local avec les promoteurs, et puis avec des objectifs d'atteindre les gens sur le terrain. Prochaine diapo. Et là, je vais laisser à Gabrielle le soin de vous de poursuivre. Oui, merci. Je veux juste souligner qu'il y avait quelques petits commentaires dans le clavardage, juste quelques précisions pour des dates limites, là. Alors, juste ressouligner que le document que Roger fait référence, le 30 avril, c'est juste l'année qu'on doit changer. Oui, 2021. Si on partage ce document-là. J'avais mal compris l'intervention. Donc, c'est 2022 qu'on soumet le dernier rapport 30 avril 2022, pas 2021. Juste à noter, Roger. Puis j'ai fait quelques petites précisions au niveau de la firme PRA. C'est une firme externe qui collabore, qui a été embauchée par la Société Santé en français pour nous aider avec le sondage. Juste cette petite précision-là. Donc, il nous reste environ 15 minutes. Hein. Je voulais juste aborder une question d'une activité de partage et mobilisation des connaissances qu'on voudrait faire avec vous, justement parce qu'on est dans la troisième année, la dernière année du financement qui avait été envisagé pour cette ronde-là. Oh, on a perdu la présentation. En fait, c'est que la question de sondage, Sérivan pourra la lancer. Ah, excellent. De cette façon-là, ben, on peut tous mieux se voir peut-être pour oui, ça, excellent. Gabrielle. Super. Alors, ce n'est pas, excuse-moi, ce n'est pas cette question-là. Il y avait une seule question qui était seule sur une page Sérivan. Cette question, c'est le sondage que vous avez, c'est celui de l'évaluation de fin de café. Donc, la seule question il y avait une seule question sur une... Est-ce que tu l'as, Nathalie? Puis, je peux expliquer le contexte, c'est qu'on aimerait avoir une occasion de partage avec vous et c'est soit qu'on fasse une activité, un genre de forum, petit événement qu'on organise virtuellement avec vous et ça pourrait être quelque chose qui
qui est organisé soit une journée, on fait ça sur 3 heures, ou on pourrait le faire peut-être sur 2 jours à un intervalle qui fonctionne avec vous, puis avoir quelque chose de plus court. Alors ça, c'est les éléments qu'on aimerait vous consulter. Alors c'est ça, Nathalie, on a ce partage-là pour consulter ou non? Peut-être que j'ai mal compris. Si on avait un sondage. Bonjour! Hey, la vie est belle. Alors, non, il semble que nous ayons un petit souci technique. Alors, je vous invite peut-être, on ne pourra pas faire le sondage malheureusement, mais oui, on peut en parler des 4 options auxquelles on avait réfléchi. Voilà. Gabriel, puis c'est juste que moi, je ne peux plus avoir accès à ma boîte de clavardage, donc il y a quelqu'un qui va falloir qu'il regarde les réponses des gens dans le clavardage, mais effectivement, là, on se demandait pour l'activité de partage et de célébration des succès à la fin des 3 ans 2019-2022, mais est-ce qu'il y avait une de ces 3 options-là qui vous plaisait davantage? Puis là, et si vous avez d'autres idées, prière de les indiquer dans la boîte de clavardage. Donc, on va faire ça à mitaine comme dans le bon vieux temps, Gabriel. Désolée. C'est ça. Non, c'est bien correct. Puis, mais s'il y a des personnes qui veulent intervenir ou qui ont des suggestions, c'est sûr que ça ne sera pas à l'ampleur d'un symposium de la petite enfance comme certaines et certains d'entre vous ont pu participer, mais ce serait une occasion pour nous de partager les succès de nos projets. Puis, une idée qu'on voudrait vous présenter, c'est une occasion, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà vécu l'expérience d'un Pecha Kucha, où c'est des 20 diapos d'images, de photos, et 20 secondes par diapo pour un peu donner un aperçu de vos initiatives. Alors, ça, c'est un exemple de partage qui peut être vraiment stimulant pour faire cet échange-là. Ou une autre idée, des capsules vidéo ou des infographies, on pourrait vous partager un genre de gabarit, on pourrait avoir un vidéographe qui vient, qui peut capter des informations, des témoignages de vos projets. Alors, voilà quelques idées. Je ne sais pas s'il y a des commentaires. Oui, Frédéric, vous avez une idée? Partagez-la nous, merci. Moi, je suis ouverte un peu sur toutes les formules. Je ne connais pas le Pecha Kucha, mais je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qu'on ferait plutôt en avril, parce qu'on sera encore en train de travailler sur nos projets en mars, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit absolument être fait avant le 31 mars? Avant le 31 mars, définitivement. Alors, on regardait soit le mois de février ou le mois de mars. Donc, encore ça, ce serait d'autres éléments de consultation. Ah, voilà! Ah, on a un ange. Alors, l'ange vient de se manifester, retrouver ses ailes. Ben, si vous voulez, en fait, ça nous donnerait une idée. On vous suggérait ces 3 formats-là. Et puis, ça n'empêche pas, bien entendu, là, la discussion qu'on a présentement, Frédéric. Et puis, Barbara aussi, je crois, voulait intervenir. Mais si vous voulez aussi voter quant à ces options-là et nous fournir d'autres idées dans la boîte de clavardage, prière de le faire. Barbara, vous vouliez intervenir? Oui, j'avais posé une question dans le chat, dans la boîte dialogue qui n'a pas été répondue. Je vais la poser. Mais je voulais seulement dire que pour moi, l'important quand on fera l'échange, ça sera de célébrer, oui, les bons coups, mais ça sera aussi de donner une place à l'ensemble des promoteurs et pas seulement à ceux que la SSF privilégie. Puis je ne veux pas être méchante en le disant, mais je pense qu'il faut une place à tout le monde, une fois au moins dans 2 ans. Je pense que ça prendra plus qu'en 3 heures. Une espèce de clin d'œil. J'aime beaucoup le Pecha Kucha pour peut-être faire ça, mais en tous les cas, voilà. Je voulais rassurer la personne qui se demandait pour le sondage qui va être lancé aux familles. Pour votre information, il y a eu un petit groupe de travail formé de promoteurs et de DG de réseau
qui ont participé avec la SSF à essayer de simplifier le langage et qu'il soit de pertinence pour les parents et assez simple. On le souhaite à répondre. Et ma question était, c'est peut-être un souhait, Amy, il y a eu pendant tout ce projet-là, dans tout le programme, tout au long du programme, il y a eu un comité qu'on appellera consultatif ou de travail, ou je ne sais plus, là, qui était formé de certains DG qui ont accompagné la SSF dans le développement du plan jusqu'à ce jour, et ce serait souhaité qu'il y ait un comité qui puisse travailler avec la SSF pour le programme 22-24, parce que les réseaux et le terrain ont aussi une perspective différente. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est bien. Je prends ça en note. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Là, je vais juste aller voir dans le clavardage. Les capsules vidéo, infographies sont manquantes du sondage. Ah! Est-ce qu'on a les résultats du sondage? Pour autres activités. on va mettre ça. Capsule vidéo et c'est peut-être des petites choses que moi j'ai ajoutées là, à la fin. Donc, on voit que tout de suite, là, ce qui semble retenir davantage votre attention, c'est une activité, présentation courte, soit de type 180 secondes pour présenter ou Peshakusha. Puis, on va définitivement regarder la boîte de discussion pour recueillir vos autres suggestions. Merci beaucoup. Une longue rencontre un peu moins populaire. Autre suggestion, on va aller fouiller là-dedans. Plusieurs petites rencontres selon des thèmes précis, donc à 19%, qui était aussi une autre idée. Donc, merci beaucoup pour vos suggestions. Et puis, pendant que... Juste un commentaire. Quand on parle d'activité de partage, c'est intéressant de dire aussi que s'il y a des présentations de 180 minutes, 180 secondes ou des Peshakucha, c'est que ça peut être enregistré et devenir des capsules vidéo également et qui peuvent être partagées. Donc, ça a un double avantage aussi de pouvoir utiliser ce type d'activité-là. Très bon point. Effectivement, tout à fait. Alors, merci beaucoup, Roger, Gabriel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte de clavardage par rapport à vos parties. Je ne peux pas voir dans la boîte de clavardage, mais j'aurais le goût de vous dire que tout le monde, suite au café virtuel d'aujourd'hui qui tire à sa fin et pour lequel vous allez voir un sondage d'évaluation du café virtuel qui va vous apparaître, dans les prochains jours, peut-être, on le souhaite avant que je quitte à la fin août, vous devriez recevoir le lien vers l'enregistrement du café virtuel d'aujourd'hui. Vous recevrez aussi le PowerPoint qui a été utilisé aujourd'hui, tant par notre conférencière Audrey-Anne Deneau que le PowerPoint de soutien qu'on vous a présenté pour lequel Roger et Gabriel ont parlé. Vous allez aussi recevoir un document qui s'appelle « Calendrier des activités » avec des dates précises là, pour lesquelles vous avez à remettre, que ce soit des rapports financiers ou autres. Aussi, suivant le café virtuel de cet après-midi, vous allez recevoir l'édition Feuille de chou du mois d'août 2021, dans laquelle vous allez voir apparaître l'infographie dont Audrey-Anne Deneau a parlé sur la sensibilité parentale et aussi deux autres petites infographies maison faites par votre agente de mobilisation des connaissances concernant vos activités des projets PES dans la dernière année. Donc, le sondage que vous voyez à l'écran présentement, pour nous, ça nous aide à préparer les prochaines activités. Donc, on apprécie beaucoup que vous preniez le temps de répondre à ces questions. Et puis, vous savez que vous n'avez qu'à défiler la bande grise sur le côté de la fenêtre pour voir apparaître toutes les questions. Et une fois que vous avez répondu à l'ensemble des questions,
vous pouvez cliquer sur soumettre et puis nous, on obtiendra les résultats de vos réponses. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Bien que, comme Roger l'a dit tout à l'heure, effectivement, Roger demeure en appui sur le terrain. Binta demeure en appui de Roger pour le volet évaluation. Moi, je suis en appui aussi de Roger et de tous les projets pour le volet mobilisation des connaissances. Puis bien entendu, comme Barbara l'a mentionné tout à l'heure, il y a un groupe conseil PES, Sandra Saint-Laurent, Diane Quintas, Barbara Lausier, Frédéric Baudemont, qu'on sollicite pour aider à nous guider dans nos activités et puis ce qu'on vous offre. Oui, Gabrielle? Oui, je vois dans le clavardage pour le réseau Santé Nouvelle-Écosse, je crois, sondage pourra-t-il être rempli en version écrite? Par expérience, pour avoir un nombre important de réponses et répondu aux questions de précision de parents, le mieux est de remplir le sondage en groupe. Plus compliqué pour PRA par contre, oui. Les sondages doivent être remplis individuellement, malheureusement. Je pense que les intervenants peuvent partager ou aider le parent, mais vraiment, il faut que ça soit rempli individuellement. Je regarde s'il y a d'autres choses. Oui, il y a le sondage. Je m'excuse, là, c'est que le sondage, vous nous donnez les résultats, mais on ne peut pas répondre au sondage. On n'a pas eu les questions. Oui, c'est ça. J'ai envoyé un petit message à Sérivan, mais je ne sais pas si on est encore en mesure de vous partager le sondage de la fin de ce café virtuel. Oh. On a vu les résultats, puis ça disait 0. OK. Le voilà. Merci. Notre ange déploie ses ailes de nouveau. Alors, allez-y, mesdames et messieurs, puis n'oubliez pas de faire défiler là, les questions jusqu'au bas en bougeant la bande grise. Excellent. Merci pour vos commentaires aussi. On capte tout ça. Et nous, on prévoit aussi quelques cafés virtuels pour la prochaine année, cafés virtuels dont la thématique va être autour de ce que vous avez choisi lorsqu'il y a eu le sondage PES Mobilisation des connaissances qui vous a été distribué en juin dernier et pour laquelle j'apprécie beaucoup que vous ayez fourni des réponses. Donc, ça nous permet de vraiment cibler les thématiques qui vous sont d'intérêt. Mais ça ne veut pas dire que nous ne demeurons pas sensibles à des thématiques qui pourraient devenir plus vives ou être en émergence dans les prochains mois. Donc, tous vos commentaires, vos réactions sont très appréciées tout au long des activités. Et donc, ne vous gênez pas à nous faire signe. Roger, j'ai un grand merci d'avoir joint à nous puis d'avoir fait le volet terrain, action sur le terrain aujourd'hui. Gabrielle également pour les nouvelles de la SSF. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié l'activité interactive. Et puis, je vous souhaite un bon redémarrage de cette troisième année projet PES. Merci beaucoup tout le monde. Oui, Roger, le mot de la fin? Je sais qu'on a été rapide. Là. Si vous avez besoin de plus d'informations, parce que tous les promoteurs n'étaient pas là et pas nécessairement les personnes qui sont en charge de chaque projet, mais assurez-vous de m'envoyer un courriel ou de me téléphoner pour avoir de plus d'informations parce que je sais que c'était rapide et puis moi, ça me fait toujours un plaisir de vous parler. Et sans oublier que ce sera l'anniversaire de Roger Gauthier cette semaine. Jeudi 26 août, il aura 55 ans. Alors, bon anniversaire, Roger, puis bonne continuité d'accompagnement. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Je pense que les gens t'ont pas cru sur le 55 ans. Merci. Parfait, au revoir.